flou, mais vraisemblablement une, voire deux explosions ont endommagé le 145e pilier du pont de Kerch. L'attaque a eu lieu cette nuit aux alentours de 3 heures du matin. Et sur cette vidéo, eh bien, on aperçoit une première explosion assez spectaculaire. Vous allez voir, c'est dans seulement quelques instants. Voilà, première explosion. Et puis dans la foulée, ce qui semble être vraisemblablement une deuxième explosion, mais ce n'est pas encore sûr. En revanche, ce qui est certain, eh bien, c'est que cette déflagration a provoqué d'importants dégâts sur le pont. Regardez par exemple ces images publiées ce matin. On voit un trou béant dans la chaussée, image particulièrement impressionnante. Là, c'est un autre point de vue. Vous le voyez, la vidéo l'est tout autant. On voit effectivement ce trou béant dans la chaussée, dans la partie routière du pont de Kerch. La partie ferroviaire, elle, en tout cas, semble avoir été épargnée. Selon les autorités russes, 2 personnes sont mortes dans cette attaque. Une autre personne a été grièvement blessée, mais ses jours ne sont plus en danger. Et puis après des heures et des heures d'embouteillage, eh bien, la majorité des véhicules qui se trouvaient sur ce pont ont pu être dégagés. Les automobilistes qui voulaient traverser, eh bien, ils ont pu emprunter les ferries. Un premier train également a repris. Voilà pour la partie donc routière ferroviaire. Très intéressant aussi de regarder un autre angle de ce pont. Vous le voyez vraisemblablement un peu plus loin, et bien juste ici, vous le voyez juste là. Et bien là, c'est une autre partie du pont qui a été totalement affaissée. On le voit encore mieux sur ces images. Vous le voyez, pont donc totalement affaissé. La circulation, je vous le disais, des trains a repris. Puis l'heure est désormais à l'enquête avec des premiers agents qui sont arrivés très tôt ce matin, qui sont donc sur cette partie totalement affaissée du pont de Kerch et qui ont commencé à recenser les premiers indices, images qui nous sont parvenues il y a un peu plus d'1 heure du Comité national antiterroriste. Et justement, Nivine, que sait-on de cette attaque et des responsabilités ? Alors, vous venez d'entendre Dimitri Peskov qui accuse Kiev. C'est vrai que dès ce matin, Moscou a pointé du doigt Kiev et plus précisément ses services de renseignement secrets. On pouvait lire sur le compte Telegram du Comité national antiterroriste russe à 3h05, 2 drones navals ukrainiens sans pilote ont attaqué le pont de Crimée à la suite de l'attaque terroriste. La partie routière du pont a donc été endommagée. L'attentat a été commis par des membres des services spéciaux ukrainien et de la marine. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères va même plus loin et accuse les services spéciaux américains et britanniques d'être impliqués dans cette attaque, en tout cas de l'avoir planifiée aux côtés de Kiev. Évidemment, ni Washington ni Londres n'a souhaité commenter ces déclarations. Et puis du côté de Kiev, on a reconnu à demi-mot, mais alors vraiment de manière très subtile, une implication éventuelle de ces services spéciaux dans cette attaque, puisque à l'AFP, une source du SBU a dit l'attaque d'aujourd'hui contre le pont de Crimée est effectivement une opération spéciale du SBU et de la marine. Le pont a été attaqué à l'aide de drones navals, mais les autorités présidentielles n'ont pas encore commenté cette affaire. Et c'est vrai que dès hier, on avait des indices qui laissaient présager que peut-être que les services spéciaux étaient en train de préparer quelque chose, puisque regardez ce que disait sur son compte Telegram Alexander Sirski, le commandant des forces terrestres d'Ukraine. Bonne nuit les Ukrainiens, et pour les occupants, une berceuse se prépare déjà. Le SBU qui ironisait également ce matin sur Telegram. Hop, vous n'aurez pas la citation qui a disparu, qui ironisait également ce matin sur Instagram en disant « Rossignol, cher frère, le pont s'est à nouveau endormi ». Pas une fois, mais deux, évidemment. Ce petit trait d'humour n'a pas plu à Moscou qui, dans la foulée, a annoncé suspendre l'accord céréalier entre l'Ukraine et la Russie. Merci beaucoup Nivine Potros. On parle donc de drone naval, c'est spectaculaire ce qui s'est produit cette nuit sur ce pont de Kerch. On est avec vous en direct, Gaëtan Powys, vous êtes spécialiste défense. Bon, c'est effectivement le modus operandi qui vous semble probable, d'après ce qu'on voit sur les photos des dégâts engendrés par l'explosion, par l'attaque ? Oui, tout à fait. Sur une des images de profil du pont, on voit tout à fait que le tablier, donc le dessus du pont,
est semble entièrement intacte. Donc on n'est pas sur un impact, sur une explosion qui s'est produite au-dessus du pont, mais bien par en dessous. Donc on n'est pas sur un missile ou sur un drone. On est vraiment sur deux drones maritimes qui ont explosé à côté du pilier et qui ont donc permis l'affaissement du pont. Ouais. Alors, bon, ça veut dire ils sont partis de très loin, ces drones navals. Ils seraient partis d'Odessa. On savait que des drones pouvaient avoir une telle amplitude. Alors c'est ça qui étonne dans cette attaque. Donc parce que le pont de Crimée avait déjà été endommagé précédemment, mais vraiment le gros étonnement, c'est la portée de ces drones. Donc les drones normalement sont assez petits, ont un petit moteur, donc ce n'est pas censé faire la distance entre les premières lignes ukrainiennes, les premières lignes côtières ukrainiennes et le pont de Crimée. Donc est-ce que les Ukrainiens ont réussi à s'approcher avec un bateau non loin de la zone pour lâcher les drones? Est-ce qu'ils ont utilisé des forces spéciales qui se trouveraient derrière les lignes russes et qui ont réussi à transporter ces bateaux via un cours d'eau ou via d'autres moyens qui nous sont pour l'instant inconnus? Donc oui, il y a vraiment eu une volonté de la part des Ukrainiens de projeter leurs moyens, et ce, loin derrière les lignes russes. Ouais, merci. Restez avec nous, Gaëtan Powys. Bon, on ne sait pas d'où sont partis ces drones. S'ils sont partis d'Odessa, le général Dutartre disait tout à l'heure, ça fait peut-être plus de 700 km à parcourir. Ça vous semble possible? Alors, il faut voir, il faut remettre ça en perspective. Les Ukrainiens mènent depuis un certain temps maintenant des attaques à l'aide de drones navals, alors contre la base navale de Sébastopol notamment. Et ce week-end d'ailleurs encore. Et encore ce week-end, contre également un navire russe qui se trouvait au large de la Turquie, donc assez loin finalement de leur base. Donc oui, l'hypothèse qui est mentionnée, qui puisse être celle d'un bateau porteur qui est aidé, potentiellement un bateau camouflé entre guillemets en bâtiment civil, qui est aidé à approcher ces drones et à les mettre à pied d'œuvre, est possible. Après, on peut imaginer aussi que les Ukrainiens aient développé des drones avec une plus longue portée, puisque c'est des technologies qui évoluent assez vite malgré tout. Ça, on ne le sait pas, mais ce qu'on sait en tout cas avec certitude, c'est que les Russes ne sont pas capables de les arrêter aussi, ces drones, puisqu'ils sont arrivés jusqu'au pilier du pont. Ce sont des petites cibles qui sont relativement difficiles à détecter. En plus, elles ne sont pas très hautes sur l'eau, donc il suffit que la mer soit formée et elles peuvent tout à fait se camoufler dans la houle. Donc c'est assez difficile de les détecter. Il a été question aussi un temps d'une attaque de missiles. Il n'est pas impossible non plus que les Ukrainiens aient fait diversion en simulant une attaque aérienne en même temps qu'ils menaient cette opération. C'est des opérations qui, en fait, sont assez peu coûteuses à monter parce que ces drones-là ne sont pas très chers et qui reposent sur bien la saturation. C'est-à-dire, plus vous essayez, statistiquement, il y a un moment où vous allez finir par passer. C'est un peu ce qu'on voit aussi sur Sébastopol, où l'essentiel des attaques ne réussissent pas, mais une fois de temps en temps, eh bien, ça peut réussir. Et dans ce cas-là, l'effet recherché est atteint. Et on imagine que la base de Sébastopol est très protégée, mais on pensait que le pont de Kerch l'était tout autant. Alors, manifestement, ce n'est pas le cas. Gaëtan Powys, qu'est-ce qu'on sait de ces systèmes défensifs qui ont été mis en œuvre par la Russie? On rappelle quand même que ce même pont avait déjà été touché il y a 9 mois. Oui, effectivement. Donc les défenses russes se sont énormément développées du côté du pont de Crimée. On a beaucoup plus de systèmes antiaériens qui sont déployés. Il y a même des systèmes fumigènes pour littéralement camoufler le pont dans un brouillard artificiel. Il y a des déflecteurs radars pour éventuellement essayer de brouiller les missiles qui s'approcheraient du pont. Donc il y a vraiment une énorme capacité, une énorme volonté en matériel de pouvoir un énorme déploiement de matériel pour pouvoir protéger le pont. Après, je reviens tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Billon disait précédemment, puisqu'il y a eu, en plus de cette attaque et qui semble confirmer l'attaque maritime, hier soir, les Russes confirmaient que la base de Sébastopol avait été attaquée par des drones marins. Dernière chose aussi qui semble confirmer l'attaque de drones marins, c'est le fait que les ferries qui font la liaison entre la Crimée et la Russie ont été bloqués au port. Donc il y avait une volonté pour les Russes de pouvoir contrôler la mer et donc de détruire le premier engin qui flottait dans la zone sans devoir réfléchir à est-ce que c'est un navire civil ou pas.
Oui, mais alors ça ne marche pas, tout ce système de protection que vous venez de nous... Ça marche, c'est-à-dire que ça marche dans la mesure où ça accroît la difficulté pour l'assaillant. Maintenant, il n'y a pas de cuirasse impénétrable. Voilà, ils ont trouvé la faille, Ils ont trouvé une faille. Oui. Très probablement, les Russes vont corriger la faille et il faudra trouver une autre faille pour reproduire l'attaque. Et c'est un petit peu ce jeu de trouver le défaut de la cuirasse en permanence qui se joue. Ouais. Oui, juste quelques comparaisons historiques proches, je veux dire, depuis l'invasion de février 2022, il y a eu des attaques contre en plein Moscou. On a vu les charges exploser au-dessus du Kremlin. Bien sûr. Donc ça montre également que cette défense antiaérienne russe n'est pas vraiment totalement à la hauteur. Et la dernière explosion du pont de Kerch, c'était en octobre 2022, et c'était complètement différent. C'était un camion qui était bourré d'explosifs et qui avait fait des centaines, voire des milliers de kilomètres. C'est ce que l'enquête russe a donné comme conclusion. Ça a été confirmé par une autre source, Alain ? Par rapport à la première attaque, nous n'avons pas vraiment les confirmations parce qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés, il y avait beaucoup de choses, mais ce que nous savons, c'est que les Ukrainiens communiquent, ils disent que nous aurons, le large public, nous aurons tous les éléments qui concernent ces attaques après la victoire ukrainienne. Et la même chose a été répétée ce matin par la tête de SBU, de service de sécurité ukrainien national, Vassil Malouchka, qui a dit également la même chose, que en fait, il n'a rien avoué, mais il a dit que tous les détails, vous aurez après, à la fin de la guerre et surtout à la victoire ukrainienne. Mais ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui le ministre ministre de chiffres, des statistiques. Pas des statistiques, mais de tout ce qui est les réseaux, les IT, les nouvelles technologies. Voilà, Fedorov, ukrainien, qui a dit, il a dit une chose assez intéressante, je trouve. Il a parlé que quelques jours, hier, je crois, nous avons vu un reportage sur la production de drones russes, qui a eu, tout le monde a regardé ce reportage un peu fumigène, mais par contre, il dit, mais les Ukrainiens ne montrent pas la production des drones que nous produisons chez nous. Oui. Donc aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui se passe, mais... Il y en a peut-être beaucoup d'autres qui attendent dans le port d'Odessa, c'est ça ? La production, en tout cas locale, ukrainienne, a été augmentée de 100 fois, il a dit. Il y a des nouveaux drones qui sortent et il y aura encore d'autres surprises que vous allez voir. Donc, vous voyez ? Oui. Dernière chose, l'Ukraine possède également maintenant des missiles Storm Shadow, des Scalp, qui n'ont pas utilisé dans ce cas apparemment, mais ils ne s'interdiront pas de frapper, en tout cas le territoire ukrainien, dans la partie occupée du territoire ukrainien, s'ils jugeront nécessaire, parce que le pont de Crimée est une cible tout à fait légitime dans cette guerre, parce que ça a une importance stratégique dans cette guerre. On va revenir d'ailleurs sur cette importance stratégique, mais restons encore un tout petit instant sur ce modus operandi qui est tellement fascinant. Gaëtan Powys, ces drones navals, on parle de quoi exactement ? On est sur des bateaux très légers qui sont téléguidés. On est vraiment sur quelque chose qui fait aux alentours de peut-être 500 kilos. Parfois, c'est simplement un navire que vous pouvez louer au port, qui a été modifié avec un moteur un peu plus silencieux et qui est tout simplement qui reprend juste une charge militaire, donc des explosifs, et une quantité de carburant suffisante pour pouvoir le projeter jusqu'à sa cible. Il y a également un système de communication avec une caméra qui permet à quelqu'un de contrôler le bateau, ou éventuellement un système GPS, et donc l'engin en question ne fait que se rendre à certains points GPS et va frapper au dernier point GPS, explose automatiquement au point GPS. On est vraiment sur quelque chose, donc il n'y a pas de personne sur le navire, sur le drone en question, c'est soit téléguidé, soit opéré de façon autonome avec des points GPS. Alors Gaëtan Powys, ce qu'on voyait à l'image juste avant, c'était une sorte de... on semble reconnaître un jet ski. C'était dans le port de Sébastopol. C'est ce que les Ukrainiens, selon les Russes, auraient lancé à l'assaut de cette flotte russe en mer Noire, dans le port de Sébastopol. C'est de ça dont on parle ?
Alors, donc là, on est effectivement, ça ressemble beaucoup plus à un jet ski. À voir s'il a été modifié pour prendre une charge militaire ou s'il s'agit simplement d'un jet ski donc téléopéré, mais qui sert de diversion pour d'autres drones. Donc les Russes arrivent à le détecter et ne détectent pas les drones avec les munitions qui essayent de rentrer dans le port en question. Il y a eu des vidéos d'une attaque hier où on voit justement toute la défense de Sébastopol s'acharner sur une seule et même cible, à voir si c'était le but de ce jet ski et essayer de laisser passer, d'attirer l'attention des Russes sur ce jet ski et tenter de pouvoir tenter les drones kamikazes pour rentrer sur le port en question. Merci beaucoup Gaëtan Powys pour vos lumières, et puis ils peuvent être désactivés à distance aussi, hein. Il y a des brouillages, des systèmes de brouillage électronique. Ça a marché manifestement, c'est ce que disaient les Russes, sur certains de ces drones lancés ce week-end à l'assaut du port de Sébastopol. Bon là ça n'aurait pas fonctionné, ils n'ont peut-être juste pas été détectés. Vraisemblablement, ou ils ont été détectés trop tard pour que le brouillage puisse être mis en place. On vous accueille sur ce plateau Yves Bourdillon, bonjour. Merci d'être là, vous êtes journaliste au service international des Échos. On va entendre votre réaction dans un instant à cet événement qui semble assez majeur dans cette contre-offensive ukrainienne, dans cette stratégie militaire qui se dessine. On est également en ligne avec Sergueï Parkhomenko. Bonjour à vous. Merci d'être là. Vous êtes journaliste russe indépendant. Votre regard sur la réaction russe après ces attaques, Sergueï? Bon, les réactions sont assez évidentes parce que la Crimée et le pont de Crimée, c'est un objet, je dirais, sacré. C'est un objet qui a un certain sens très symbolique, comme toute la Crimée d'ailleurs. C'est en fait le symbole de l'offensive russe contre l'Ukraine qui a commencé pas en 2022, mais en 2014. Donc c'est évident que la Russie va être très énervée et va réagir, je dirais, d'une façon très hystérique à ce sujet. Mais ce que je voudrais souligner dans cette histoire, c'est que même si les conséquences de cette attaque semblent pour le premier moment moins importantes que celles de la première attaque en octobre 2022, je crois que nous avons une certaine nouvelle dans cette histoire d'aujourd'hui, dans cette histoire de cette nuit. C'est que cette attaque, elle est très simple. Technologiquement, c'est assez facile à reprendre, à recommencer, parce que la première attaque, si vous vous le rappelez bien, c'était quelque chose de très difficile, très compliqué à organiser. Il s'agissait d'un camion qui empruntait un itinéraire très compliqué, en passant par la Bulgarie, Turquie, Géorgie, en passant par plusieurs contrôles sur les frontières, et finalement est rentré avec son charge explosive sur le pont. C'était très difficile. Vous ne pouvez pas l'organiser souvent, des attaques comme ça. Mais ces attaques de ce genre, avec des petits drones mobiles maritimes, c'est pas cher, c'est facile, c'est efficace, c'est rapide. Et ça peut recommencer n'importe quand. Et ça peut recommencer. Une fois réussi, ça peut recommencer souvent. Et en fait, à part voilà, ce sens symbolique, ce sens politique, ce sens, je dirais, psychologique que vous avez aussi les problèmes logistiques de l'armée russe. Alors on va y revenir, Sergueï Parkhomenko. Restons sur cet aspect aussi symbolique. C'est devenu le talon d'Achille un peu de Vladimir Poutine, ce pont-là, avec ce type d'attaque. Yves Bourdillon, on se souvient quand même qu'il l'a réinauguré. Alors c'est son projet à Vladimir Poutine, ce pont de Kerch, 2018-2019. Bon, ensuite, il l'inaugure en grande pompe. Et puis là, on le revoit, c'était en décembre dernier. On rappelle que la première attaque, c'était en octobre. Et à nouveau, il se met en scène à l'image. Il s'est jamais dit, ça
peut recommencer? Il pourra le réinaugurer dans quelques semaines, quand les chantiers auront été finis, puis le réinaugurer quand il aura été de nouveau frappé, puisque comme ça vient d'être dit, effectivement, les attaques semblent finalement pas très compliquées. Donc il y a un aspect politique sur le fait que c'est un ouvrage extrêmement important sur le plan symbolique, puisqu'il montre l'annexion de la Crimée physiquement à partir de 2014. Il y a un aspect opérationnel qui est gênant pour l'armée russe, mais qui n'est pas catastrophique, puisque c'est le pont routier qui a été neutralisé, alors qu'en octobre, c'était le pont des marchandises, des trains, qui achemiнаient des armes, des munitions. Tandis que là, les armes et les munitions pourront continuer à opérer par train. On est certain de cela, déjà? À peu près, semble-t-il. On nous disait aussi, le tablier de la route ne peut pas être si endommagé sans avoir aussi fragilisé la structure. La route n'est pas totalement fermée en fait. Il n'y a qu'un des deux axes qui a été endommagé, semble-t-il. La circulation routière peut se poursuivre sans doute avec des précautions évidemment sur le reste du pont. Et effectivement, comme le disait très justement Yves Bourdillon, des éléments qu'on a, la partie ferroviaire, elle est intacte et les trains peuvent circuler. Je ne serais pas volontaire pour être dans une voiture qui traversera la route quand même, parce qu'elle est fragilisée. Mais les trains pourront passer sous réserve qu'il n'y ait pas de nouvelle attaque, puisque comme ça vient d'être évoqué, on voit bien que, en gros, les Russes peuvent intercepter une bonne proportion des drones, mais il suffit qu'il y en ait un seul qui passe pour éventuellement de nouveau détruire cet ouvrage. C'est un peu d'ailleurs la problématique qu'ont les Ukrainiens pour intercepter les bombes, les drones, les missiles russes, c'est qu'ils peuvent en intercepter 80-90%, mais les 10% qui passent peuvent encore faire des dégâts. Là, il se trouve simplement que c'est un ouvrage très particulier, qui a une forte charge symbolique et qui permet au passage aux Ukrainiens de mettre en avant, même s'ils ne l'ont pas claironné, mais enfin c'est quand même un point qu'ils ont marqué, à un moment où ils piétinent un peu, pour des raisons au demeurant compréhensibles, mais où ils n'avancent pas très vite. Ils grignotent 1 kilomètre de ci, de là. Et là, c'est quand même un point spectaculaire qu'ils ont marqué cette nuit. Oui. À la Poédie, c'est tout de même un demi-succès. Les trains roulent encore. Ça veut dire que l'armée russe est encore approvisionnée. C'est spectaculaire, mais s'ils veulent atteindre leur objectif, en fait, il faut recommencer. Bien sûr, mais ça va, ils vont recommencer. Les Ukrainiens ont un objectif. Le pont de Crimée ou pont de Kerch, c'est un objectif, c'est une cible tout à fait légitime pour les Ukrainiens. Et dès qu'il y a une moindre possibilité de l'atteindre, ça va être fait. Et je pense assez prochainement, en tout cas, je l'espère. Et aujourd'hui, le fait que les trains roulent, oui, ils roulent, mais il y a toujours la crainte. Vous imaginez n'importe quel conducteur du train qui prend son train pour rouler, il sait qu'à n'importe quel moment, ça peut exploser peut-être dans la journée. Oui. Donc peut-être il y a plus de difficultés pour recruter les gens, il y a plus de difficultés de tout ce qui est la logistique à gérer. Et aussi, même si la route a été... Il y a une partie où on peut passer, mais aujourd'hui on voit les bouchons qui ont été sur le pont de Kerch qui ont été arrêtés. Et l'impact sur la population quand même. Voilà, on parle, les victimes... C'est là où je voulais venir. Voilà, il y a 2 victimes, ce sont des touristes manifestement, leur fille a survécu. Il y a des Russes qui sont partis quand même en ce mois de juillet 2023 en vacances en Crimée. Oui. Et ça a été encouragé par les autorités russes. Ça a été encouragé par les autorités russes et surtout les autorités ukrainiennes ont répété, ne faites pas cette bêtise parce que vous allez rentrer dans une zone de guerre. Donc faites attention à vous et c'est très dangereux. Les Russes ont fait les sourdes oreilles. Alors attendez, le résultat. Ce que vous voyez là, cette mouette qui semble un petit peu étrange à ce moment du débat, c'est parce qu'en fait il y a eu des clips justement pour encourager les Russes à partir en vacances en Crimée quand même, dans un pays... le tourisme en Crimée, c'est sacré pour les Russes. Pardonnez-moi ? Le tourisme en Crimée, c'est sacré pour les Russes. C'est très important. Ils y renonceront difficilement, malgré le fait que ce soit une zone de guerre. Alors attendez, non, ça c'est un clip du ministère de la Défense ukrainien. Alors c'est pas ce qu'on m'avait vendu effectivement. C'était les Ukrainiens qui ont fait ce clip un peu pour, je dirais, taquiner un peu les vacanciers en disant surtout n'y allez pas parce que quand vous voyez jusqu'à la voilà, alors c'est l'inverse. C'est attention, n'y allez pas. Bon, mais il y a eu, ceci dit, il y a une volonté de la Russie, Sergueï Parkhomenko, de faire comme si il n'y avait pas de guerre en Crimée aujourd'hui, qui est tout simplement une partie du territoire russe selon eux, dans un pays qui n'est pas en guerre officiellement d'ailleurs, rappelons-le. Et la conséquence aussi, c'est ça. Depuis des semaines déjà, des appels du gouvernement russe et de Kremlin aussi, pour ceux qui veulent passer leurs vacances en Crimée quand même, de passer par les territoires occupés, de passer par la voie terrestre, pas par le pont de Kerch, mais par la voie empruntant de Donbass et la région de Kherson, qui était
qui était récemment occupé par l'armée russe. C'est pas forcément beaucoup plus sécure, effectivement, comme chemin, comme route. Ouais, mais on appelle, vous imaginez, on appelle les vacanciers russes de prendre directement la zone de guerre, mais la vraie zone de guerre maintenant, de passer justement entre les tranchées et entre les zones de combat pour aller en vacances. Et je vois maintenant, je lis de temps en temps, bon d'ailleurs je lis beaucoup les chats, un certain nombre des endroits où les Russes parlent et discutent leurs problèmes de quotidien. Et vous savez ce qu'on parle, c'est que ça devient moins cher maintenant. C'est que les prix baissent. C'est que comme il y a moins de vacanciers, il y a moins de demandes, c'est bon marché maintenant. C'est 5 fois moins cher que la Turquie. Ah oui, les vacances low cost. Enfin, il y a un coût aussi, manifestement aussi, quand on y va. Voilà, les potentiels vacanciers se discutent les prix en Crimée en se demandant est-ce que c'est pas un bon moment d'y aller parce que ça devient bon marché. Là, ça risque de les décourager. Torniquet Gordadier. Le tourisme extrême, quoi, d'une certaine façon. Non, ça me fait penser, il y a 30 ans maintenant, à l'explosion de Tchernobyl, quand les autorités soviétiques disaient aux citoyens soviétiques d'aller passer leurs vacances en Ukraine et d'aller même se baigner dans la mer Noire, qui avait été complètement polluée par cette explosion et par la radiation qu'émettait le central nucléaire. Ça montre à quel point ils ont le mépris total des vies humaines pour des raisons politiques, pour des raisons de propagande. Et cette propagande, et faire semblant qu'il ne se passe rien, qu'en Crimée, il fait bon vivre, etc., ça fait partie, c'est censé montrer que le régime est fort encore, tout se passe bien et on n'est pas du tout déstabilisé par ce qui se passe en Ukraine. Et passer par... excusez-moi de proposer aux gens de passer par le sud de l'Ukraine, par les zones occupées, notamment par la ville de Mariupol, ça doit quand même... les vacances doivent bien débuter pour ceux qui passent par ces endroits, quand même. Oui, parce que effectivement, les stigmates de la guerre, même s'il y a des tentatives de les dissimuler, on voit bien les images... sont toujours là dans cette ville martyre, où presque tous les bâtiments ont été touchés par un bombardement au cours de l'offensive russe. On se posait la question de la réaction des Russes, justement, à ce qui peut sembler une forme d'humiliation. Deuxième frappe en 9 mois. On a une réaction de Dmitri Medvedev. Alors, comme toujours, elle vaut le détour. Écoutez. Alors, c'est une réaction écrite. Ah non, c'est une réaction audio. Quelque chose comme cela se produit pour tous. Il y aura immédiatement un jugement dernier. Très rapide et pénible. Et il sera difficile de le dissimuler. Alors ça, c'était une réaction de 2022 et vous avez aperçu juste auparavant la réaction. Là, aujourd'hui, il est nécessaire de faire sauter leurs propres maisons et les maisons de leurs proches, rechercher et éliminer leurs complices. On parle de ceux qui auraient bien sûr commis cette attaque, abandonner l'idée fade d'un procès contre eux. Mais l'essentiel est de détruire la haute direction des formations terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez, Ala, de cette réaction ? Moi, je trouve déjà qu'il est un peu plus doux par rapport au monde entier, parce que d'habitude, il menace tout de suite d'une frappe nucléaire, Londres, Paris, New York, je ne sais pas, tout le monde, et bien évidemment un nantissement total de l'Ukraine. Là, il s'adresse surtout aux Ukrainiens. Il dit, après, comme je dis souvent, à la sortie de cette peut-être nuit de dégrisement qu'il a passé après ces élans alcooliques, parce qu'on sait bien qu'il souffre de crise d'alcoolémie. Donc, il dit un peu n'importe quoi souvent, mais c'est n'importe quoi, c'est un peu amplification, je pense, d'une pensée d'une certaine société russe qui soutient la guerre, et c'est pas anodin. Il ne pense pas ça tout seul, sauf que lui, c'est un ex-président russe qui est un peu exposé beaucoup plus que les autres, donc on l'entend mieux. Et c'est vrai, quand on entend ça et on voit ce qu'il dit, qu'il faut détruire la haute direction, il faut bombarder les maisons, les proches, détruire. Donc on peut juste une fois de plus s'étonner de cette quelque part de ce sadisme qui existe dans certaines populations, de envie de sang, envie de meurtre, envie de tuer, d'anéantir toute une nation innocente
innocente, qui n'a rien fait, en tout cas, même ceux qui lui est reproché. Mais il y a aussi, c'est aussi symptomatique d'une impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui la Russie ouvertement, parce que ce qu'on entendait juste avant cette interview, ce son de Dimitri Medvedev de 2022, c'était avant la première attaque. Il menaçait de l'apocalypse tous ceux qui oseraient s'attaquer au pont. Il n'a pas les moyens de ces menaces. Il n'a pas les moyens de ces menaces. C'est-à-dire qu'on a envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu peux faire de plus que ce qu'il a fait après le raid du 8 octobre sur ce pont, où le lendemain, enfin quelques jours après, l'armée russe commençait sa campagne systématique de bombardement des infrastructures, notamment électriques, qui n'a servi à rien, puisqu'il s'agissait en gros de briser le moral et la détermination du peuple ukrainien, et pas du tout. Donc là, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus que cette campagne de bombardement, qui d'ailleurs est depuis 2 mois nettement en déclin, faute de stocks suffisants. Ils arrivent encore à tirer des salves, mais qui sont finalement des salves de 5-6 missiles dans une journée, là où ça a été jusqu'à 100-120 au début. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Donc, c'est là aussi que l'objectif ukrainien est atteint. C'est justement de montrer cela, cette difficulté, cette impossibilité à réagir. Oui, 2 secondes sur le personnage de Medvedev qui a choisi ce créneau. On a du mal à le commenter. On n'est peut-être pas qualifié. Il faudrait d'autres disciplines pour commenter ces déclarations à l'emporte-pièce. Il parle des chevaux d'apocalypse et de la fin du monde, etc. Mais rappelons-nous que cet homme, en 2008, représentait l'espoir de certains. Disait qu'il était plus doux que Poutine, que peut-être que c'était un libéral, peut-être qu'il allait insuffler plus de démocratie. Et on nous a beaucoup critiqué, ceux qui déjà critiquaient le régime russe, en disant c'est de votre faute parce que vous n'avez pas cru en Medvedev, parce que lui, il avait décidé à démocratiser la Russie, et c'est nous qui lui avons pas laissé une chance pour démocratiser la Russie. Maintenant, on voit ce qu'il est devenu, Monsieur Medvedev. Mais c'est aussi le risque, c'est que même si la contre-offensive ukrainienne connaît des difficultés, on ne sait pas encore quelle sera l'issue de ces efforts de l'armée de Kiev pour reconquérir le terrain perdu. Mais ce dont on se doute aussi, c'est que plus la Russie sera en difficulté, plus il y aura cette fuite en avant verbale et pas seulement. Sergueï Lavrov, à Jakarta, s'est entretenu il n'y a pas plus tard que 3 jours avec notamment Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qu'il a trouvé changé aussi, qu'il a dit, il y a une forme de fuite en avant. Est-ce que c'est aussi ça le danger pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie, pour les Russes ? Alors pour l'instant, il faut aller. Enfin, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut aller au-delà de ce qui est un épiphénomène déclaratoire, je dirais. L'essentiel de ce qui se passe et l'essentiel des événements qu'il faut suivre, ce sont les événements militaires sur le front. C'est-à-dire effectivement le succès ou pour le moment, en tout cas, l'insuccès au bout de plus de 40 jours quand même de combat. Alors j'aime. Le terme de contre-offensive est sans doute pas choisi, c'est l'offensive d'été ukrainienne, parce qu'il y en a déjà eu d'autres et il y en aura sans doute par la suite. Et c'est sur ce terrain-là que vont vraiment se jouer les événements. C'est pas sur la guerre des communiqués, aussi excessifs soient-ils, et c'est pas non plus sur des attaques aussi spectaculaires soient-elles. En tout cas, tant que typiquement ce pont-là ne sera pas complètement coupé, il n'y aura pas de réels effets stratégiques sur la logistique russe et sur le cours des opérations. Donc c'est bien sur ce terrain militaire qu'il faut suivre les événements, et pour l'heure, tant que le front russe ne cède pas, il y a peu de probabilité que la Russie change d'attitude, au-delà encore une fois d'une escalade déclaratoire dont, comme vous l'avez dit, M. Medvedev est assez coutumier.